pense que vous avez tous envie d'intervenir et de rentrer dans le débat. Et je prends donc la précaution de vous rassurer, je ne parlerai pas très longtemps, 10 minutes, peut-être un quart d'heure, laissant le soin ensuite au débat de pouvoir rebondir. Bon, j'abrège donc, et le propos va être un peu schématique. Bien sûr que je salue et je remercie l'association, et en particulier Mathieu et Christophe, de faire cet effort, de réunir des gens pour essayer de penser les problèmes contemporains. En disant ça, en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un peu une amertume, puisque, comme vous le savez, nous avons arrêté les entretiens d'Auxerre, qui était aussi un autre lieu où on essaye de penser les problèmes contemporains. Donc, j'espère que vous allez pouvoir continuer. Les entretiens d'Auxerre aussi, mais ça, j'en suis moins sûr. Puis, je voudrais évidemment saluer du Pénaruiz. Il l'a dit tout à l'heure, ça fait 20 ans que nous ne sommes pas disputés au sens philosophique du terme. Donc je me disais, voilà, comment est-ce que Henri a évolué sur ses positions, sur ses conceptions. Je pense qu'il a donné matière à ce que, évidemment, on en discute. En tout cas, j'ai grand plaisir à me retrouver avec toi aujourd'hui. Très rapidement, à quelles conditions cette question importante du vivre ensemble, à quelles conditions faut-il satisfaire pour que cette condition importante du vivre ensemble puisse se réaliser? Je crois que dans le contexte social, dans le contexte politique actuel, et ça fait déjà 30 ou 40 ans que ça dure, la question du vivre ensemble est évidemment une question centrale autour desquelles tout le monde tourne, sans avoir véritablement réussi à trouver un espèce de compromis ou de consensus qui fasse qu'effectivement, avec nos différences, nous puissions cohabiter, voire coexister. On voit bien à quelles difficultés. Ces conditions, j'en énumère rapidement 3. La première, c'est évidemment la laïcité, qui est un principe constitutionnel et qui est absolument essentiel. Pourquoi? Parce que c'est un principe, comme Henri vient de le rappeler, un principe politique et aussi un principe de droit qui tend à l'universel, qui garantit 2 choses fondamentales dans une société. La liberté de conscience, qui est une liberté attachée à chaque individu, et la liberté de culte, qui, elle, est une liberté attachée à des collectifs. Ces 2 libertés, individuelles et collectives, liberté de conscience, liberté de culte, sont 2 libertés qui sont fondatrices aujourd'hui, non seulement de l'idée républicaine, mais je crois de l'apaisement social, de l'apaisement politique que nous connaissons déjà, la loi de 1905 étant évidemment la loi qui, je le rappelle, sans définir la laïcité, a posé des principes qui, quand ils sont respectés, permettent effectivement le vivre ensemble. Donc, une laïcité qui s'adresse, je dirais, à des individus, d'abord, qui interpellent les individus et qui interpellent des groupes aussi. Première condition. Deuxième condition, pour que le vivre ensemble puisse bien fonctionner, il faut une démocratie qui fonctionne réellement. Et ça, cette démocratie qui fonctionne réellement, ça interpelle non pas les individus, mais les individus en tant qu'ils sont citoyens. Je vais reprendre, puisque Henri faisait allusion, la position de Rousseau. Je suis assez rousseauiste, moi, dans ce domaine. L'homme est à la fois individu et citoyen. Homme et citoyen. C'est 2 choses différentes parce que les fonctions et les responsabilités ne relèvent pas du même champ. Et pour que cette liberté démocratique, cette démocratie fonctionne, il faut sans cesse s'interroger, car elle n'est pas donnée une fois pour toutes, et elle n'est pas, à mon avis, intangible. Il faut sans cesse s'interroger, au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, sur comment garantir la liberté d'expression, comment faire que les minorités puissent avoir la possibilité de devenir un jour une majorité, si leurs idées en valent la peine et s'ils en font la démonstration. Très important, c'est mon vieux maître Claude Nicollet qui disait ça. La démocratie, ça doit permettre à des idées minoritaires de devenir un jour majoritaires si elles en valent la peine et si elles en font la démonstration au corps que constitue la nation, au corps que constituent les citoyens. Et on voit bien qu'à partir des évolutions qui ont eu lieu dans ce domaine. Donc cette liberté d'expression, et
en direction des minorités. Deuxième aspect essentiel pour moi, c'est la place de l'intérêt général. Avec toute l'évolution que cette notion, ce concept un peu flou, suscite et suscite encore, qui porte l'intérêt général? Qui dit l'intérêt général? Ce n'est pas forcément les mêmes. On le voit bien aujourd'hui avec la crise sociale que nous connaissons. Où est l'intérêt général? Qui dit l'intérêt général? Qui en est responsable par ses choix ou les choix politiques qui sont faits ensuite en dernière instance? On voit bien qu'autour de cette question de l'intérêt général se repose en permanence, et c'est normal, la question de la légitimité, la question de la souveraineté, la question de la représentativité. Là aussi, ça n'est pas donné une bonne fois pour toutes. C'est en fonction des évolutions, ces concepts-là qui sont à repenser, parce que le vivre ensemble va prendre des formes et des figures différentes au fur et à mesure que nous progressons dans notre histoire universelle. J'ajouterai en plus que dans cette démocratie qui fonctionne, on l'a peut-être un peu oublié, mais moi je suis très attaché à la responsabilité, à la présence, à la considération de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Nous sommes dans une société aujourd'hui où 5 millions de citoyens, bon, si j'enlève ceux qui ne le sont pas encore par âge, mais plusieurs dizaines de millions de citoyens, aujourd'hui ne peuvent pas rêver d'une démocratie directe. Il faut donc des représentants, mais pas seulement des représentants politiques, mais aussi des représentants dans la vie civile, dans la société. Les organisations syndicales et les organisations associatives, largement discréditées depuis 40 ans, on en paye aujourd'hui le prix. Où on voit des mouvements qui n'ont plus de leader ou qui ne savent plus organiser la parole et porter la parole. Ce que savaient faire ces fameux corps intermédiaires. Je rappelle quand même que l'essentiel des conquêtes sociales participe de la mise en branle, de la mise en mouvement de ces corps intermédiaires. Donc il faut que les corps intermédiaires fonctionnent dans une démocratie. Troisième condition, aucune question aujourd'hui, quelle qu'elle soit, y compris la laïcité, ne peut faire l'économie d'une interrogation sur la question sociale. La question sociale, pour moi, se résout à deux paramètres qu'il faut examiner à chaque fois, les inégalités, d'une part, les injustices, d'autre part. Et on voit bien, si on prend le cas de la laïcité, par exemple, qu'aujourd'hui les cultes ne sont pas tout à fait, du point de vue de l'égalité, dans la même posture, les uns par rapport aux autres. Alors ça tient à notre histoire, je ne vais pas rentrer dans ce détail, on y reviendra sûrement dans le débat, mais sans doute que ces inégalités aujourd'hui tiennent en partie, ou peuvent expliquer en partie, les difficultés de ce que Henri soulignait tout à l'heure, à savoir l'intégration d'un culte nouveau, historiquement peu présent, qui est l'islam dans la société française. Donc la question sociale est une des questions qui conditionne, à mon avis, aussi le vivre ensemble. Alors, rapidement, parce que je vais dire que je ne dépasserai pas 10 minutes, pour que ces trois conditions, la laïcité, une démocratie qui fonctionne et la prise en compte de la question sociale, puissent permettre l'émergence, la création, je dirais, d'un vivre ensemble qui sans cesse se remet en question et invente ces nouvelles manières en fonction des évolutions sociétales, il y a effectivement des conditions, enfin ce ne sont pas des conditions, mais il faut prendre sérieusement en compte l'évolution des mentalités. Henri faisait encore allusion, il est vrai que l'IVG, l'avortement, c'était un délit, c'est aujourd'hui un droit. Rendez-vous compte ce qu'il a fallu faire comme évolution dans les mentalités pour que d'une condamnation, ça devienne une liberté. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. Tu as fait allusion tout à l'heure à l'homosexualité. Elle était tout pareillement condamnée. Aujourd'hui, il y a une loi qui la protège, en quelque sorte. Donc, cette évolution des mentalités, il faut toujours se poser la question comment la rendre possible, comment la mettre à chaque fois en mouvement, comment en tenir compte pour que, précisément, les grandes conditions et les grands principes sur lesquels nous vivons puissent se régénérer, en quelque sorte,
à la lumière de cette évolution. Et puis, je dirais qu'il y a un critère aussi absolument essentiel, c'est, j'insisterai pas là-dessus, la nécessité, ce faisant, de contribuer, concourir à la formation de l'esprit critique. C'est pas seulement le rôle de l'école. Bien sûr, le rôle de l'école en premier, j'insiste pas. Mais c'est pas seulement le rôle de l'école. On voit bien aujourd'hui, par exemple, comment les médias jouent ou ne jouent pas sur cette formation de l'esprit critique. Ils jouent ou ne jouent pas. Parfois même, ils embrouillent, on peut dire, dans les choses. La formation de l'esprit critique est une question absolument essentielle pour essayer de... Autrement dit, et je terminerai là-dessus, qu'est-ce que c'est que pour moi le vivre ensemble, si j'avais à définir cette culture commune permettant le vivre ensemble? La seule culture qui m'intéresse, et c'est tout mon engagement militant, là, la seule culture sur laquelle je crois on peut essayer de construire quelque chose en commun, c'est pas les cultures cultivées, les cultures de nos origines, les cultures ethniques, non, c'est pas ça. Celle-ci, il faut, à condition qu'elle ne perturbe pas le jeu démocratique, qu'elle ne perturbe pas, il faut, tant qu'à faire se peut, les laisser vivre. Non, la vraie culture, moi, celle qui me préoccupe, elle se résume dans cette question suivante. Qu'est-ce que c'est qu'une culture politique, aujourd'hui, permettant de vivre ensemble, une culture politique partagée, permettant de vivre ensemble? C'est quoi, demain, la culture politique commune à tous les citoyens, là, aujourd'hui, sur quoi ça va se fonder, qui permettent évidemment d'éviter le pire dans l'état actuel des choses. Alors, certes, je termine sur la laïcité. Il y a une phrase assez forte qui dit on en a beaucoup parlé, la loi protège la foi tant que la foi ne se mêle pas de faire la loi. C'est le socle fondamental de notre affaire. Ceci dit, quand on a dit ça, comment est-ce qu'on se retrouve pour faire en sorte que la démocratie, les questions sociales puissent se débattre au mieux des intérêts, non seulement des individus, mais des citoyens. Donc cette culture politique, je ne dis pas, pas culture culturelle, cette culture politique commune, pour demain, c'est bien, à mon sens, la question qui est posée aujourd'hui par notamment le mouvement des Gilets jaunes, mais pas seulement, mais quand même en partie quand on y réfléchit. Je n'avais pas dit plus d'un quart d'heure, je m'en tiendrai là pour permettre le débat.